par action de société. Par et action de société. Donc, j'invite le fait de distinguer le pouvoir d'affecter le bénéfice. Et ça, en principe, c'est l'usufruitier, sauf clause contraire. Le droit de distribuer un dividende et le droit au dividende. Alors, il y a une dizaine d'années, quinzaine d'années, maintenant, j'avais écrit un article de la Revue française de comptabilité, puis on m'a demandé, mais M. Royal, pourquoi vous distinguez affectation, distribution je dis, affecter un bénéfice, c'est pas distribuer un dividende. Et on va voir que, attention, danger si on ne prévoit pas, parce que bien souvent, on fait du démembrement pour conférer tous les pouvoirs à l'usufruitier. Bien, si les statuts ne précisent rien, comme la loi ne le précise pas, je pense que le droit de distribuer, la décision de distribuer un dividende, on n'a pas encore de jurisprudence sur ce sujet-là, mais elle revient au nu propriétaire, puisque si l'usufruitier il a le droit d'affecter le bénéfice, et comme affecter, c'est pas distribuer, puisque le 1844 du Code civil dit que toutes les décisions qui dépassent les pouvoirs de l'usufruitier, c'est le nu propriétaire, hein. Donc, j'estime que, enfin, c'est pas moi qui l'estime, selon la loi, indirectement, elle affirme que le nu propriétaire, c'est à lui que revient le pouvoir de distribuer ou non un dividende. Donc, dans les statuts, il y a tout intérêt à dire, par exemple, que le pouvoir d'affectation et le pouvoir de distribution, tout ce qui concerne les décisions qui concernent le bénéfice et le dividende, reviennent à l'usufruitier. Sauf si, on va le voir, sauf s'il y a un pacte du travail. Parce que s'il y a un pacte du travail, les statuts doivent limiter les pouvoirs de l'usufruitier à l'affectation du bénéfice et non pas à décider de distribuer un dividende. Et on verra après qui a droit au dividende. Qui a droit au bénéfice, c'est la société. Voilà. Mais qui a droit au dividende, on verra qu'une partie revient au nu propriétaire, sauf clause contraire. Donc le bénéfice de l'exercice est affecté par l'usufruitier, mais ne lui appartient pas. Ne lui appartient pas. D'ailleurs, il y avait une histoire comme ça, je ne sais plus la jurisprudence 2012, je crois, décembre, on verra ça plus tard. Mais la décision était la suivante. Dans une société, le bénéfice, il est affecté en réserve. Les parts sont démembrées et les réserves sont distribuées au profit des nus propriétaires. L'administration fiscale a réagi. Elle a dit, mais attendez là, vous êtes en train de transférer un patrimoine aux nus propriétaires en franchise de droit de mutation à titre gratuit. Et on verra que non, il ne peut pas y avoir une libéralité. Pourquoi? Parce que le bénéfice, pour donner, il faut posséder. 3 conditions de la donation, il faut le posséder, puis il faut s'appauvrir, et puis il faut une intention libérale. Bon. Mais ici, il faut posséder. Une donation ne peut porter que sur des biens présents. Le bénéfice, il n'appartient pas à l'usufruitier, il appartient à la société. Donc, le fait pour l'usufruitier d'affecter le bénéfice en réserve ne peut pas être considéré, ne peut pas constituer une libéralité. Et donc, échappe au droit de mutation à titre gratuit. Bon, cela étant, je pense que l'administration fiscale pourrait attaquer sur le but principalement fiscal, tout simplement. Donc, méfiance. Donc voilà, affecter n'est pas distribuer, un bénéfice n'est pas un dividende. Qui décide de distribuer le dividende? À qui revient le dividende? Donc, il faut prévoir tout ça dans les statuts pour éviter les conflits. On a le bénéfice de l'exercice. Le bénéfice de l'exercice peut être capitalisé ou être distribué, indépendamment que la société soit à l'IR ou à l'IS. On peut... ça ne concerne pas la fiscalité. Ici, on est vraiment sur la formation du bénéfice et du dividende. Donc, on peut éventuellement affecter le bénéfice de l'exercice ici en réserve facultative, en réserve statutaire, voire en report à nouveau. Alors,
Le report à nouveau pose problème, à mon sens. Le report à nouveau peut poser problème. Moi, ma pratique, c'est que je conseille toujours d'affecter en report à nouveau. Et je précise, on va le voir tout à l'heure, que le report à nouveau, je me méfie du juge parce qu'il peut considérer que le report à nouveau, au bout d'un certain temps, prend automatiquement le caractère de réserve. Et on va voir que si, à un moment donné, le dividende il est prélevé sur les réserves, les sommes prélevées sur les réserves reviennent au nu propriétaire. Vous vous rendez compte? Donc, je suis usufruitier, j'ai donné la nue propriété à mes enfants, je ne m'entends plus avec mes enfants, ils réclament le dividende parce que c'est eux qui décident de distribuer ou pas, et le dividende, comme toutes les sommes ont été portées en réserve, tout le dividende leur revient. Alors que l'usufruitier, lui, il s'est dit, moi je veux un revenu. Donc attention à cette affectation-là. Je précise dans les statuts que le report à nouveau, c'est une décision d'affectation. Pour pas qu'ils perdent le caractère, qu'ils prennent le caractère automatiquement de réserve. Parce que l'ancien plan comptable général, l'ancien 1983, mais aussi la comptabilité publique, dès lors que les sommes sont laissées en report à nouveau, elles prennent automatiquement le caractère de réserve, qui revient au nu propriétaire et non pas à l'usufruitier. Méfiance. Sinon, si les bénéfices n'est pas capitalisé dans la société, il peut être distribué. Il peut être distribué en liquidité, mais aussi par inscription en compte courant d'associé. Alors là aussi, j'attire l'attention de certains praticiens qui ont plutôt l'habitude, attention aux habitudes, d'inscrire systématiquement les sommes en compte courant d'associé. C'est dommage, parce que on aura l'occasion de le voir dans une autre formation, que le compte courant d'associé, l'inconvénient, c'est qu'il n'y a pas de transmission. Si j'inscris les bénéfices sur mon compte courant d'associé, c'est pas à un moment donné, si je décède, les sommes qui figurent sur ce compte courant d'associé seront pleinement imposables au droit de mutation à titre gratuit. Alors ma pratique, c'est de transmettre la quasi-totalité du capital aux enfants, mais ils sont majoritaires en capital, mais minoritaires en droit de vote, voire en droit financier, en dividende. Et après, j'ai plutôt tendance, si je n'ai pas besoin d'argent, moi, qui suis minoritaire en capital mais majoritaire en droit de vote, à capitaliser en report à nouveau, parce que plus je capitalise en report à nouveau, plus les enfants s'enrichissent et plus je favorise la transmission. Distinction bénéfice-dividende, donc attention, l'affectation, ce n'est pas la distribution d'un dividende, et voilà, alors c'est issu du code de commerce. J'affecte le bénéfice, je constate les sommes distribuables après affectation, et ensuite je décide de distribuer ou non un dividende. Donc c'est bien 3 opérations, et j'invite les professionnels à bien distinguer ces 3 opérations. Les bénéfices réalisés ne participent de fruit qu'à partir de la décision prise en assemblée de distribuer un dividende et qu'avant cette décision-là de distribuer ou non un dividende, l'usufruitier n'a aucun droit sur les bénéfices. Ainsi, en affectant le bénéfice en réserve, il ne consent aucune donation puisque on a vu que, encore faut-il pour qu'il y ait donation, être propriétaire du bien. Or, on a vu que le bénéfice appartient à la société. Donc, affecter le bénéfice, 1844 du Code civil, l'usufruitier, sauf clause contraire. Pas pour les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par action. D'ailleurs, on vient d'avoir une jurisprudence qui confirme que le 1844 ne s'applique pas aux sociétés anonymes et aux sociétés en commandite par action parce qu'ils font l'objet d'un texte spécial du Code de commerce qui précise que, sauf clause contraire, l'usufruitier, c'est les AGO et le nu propriétaire, ce sont les AGE. L'article 1844 a été réformé récemment. Voilà, les intentions du législateur, c'était d'assouplir les pouvoirs de décision entre usufruitier et nu propriétaire. Parce qu'auparavant, l'usufruitier, il avait l'affectation des bénéfices et c'était d'ordre public.
On ne pouvait pas déroger à cette règle-là. Maintenant, oui. Et d'ailleurs, sur le pacte du travail, attention à la rédaction de la clause. Le pouvoir de l'usufruitier doit être strictement limité à l'affectation des bénéfices. Cette limitation-là, j'ai une réponse ministérielle tronc, ne concerne que les titres soumis à engagement. Donc attention, là aussi, à la rédaction des statuts de la clause. Composition, distribution du dividende. Est-ce que c'est le nu propriétaire? Donc on a vu, la société anonyme, le nu propriétaire, décision aux AGE, alors que toutes les autres sociétés, eh bien, et y compris les sociétés civiles, eh bien, puisque affecter un bénéfice, ce n'est pas distribuer un dividende, donc on en tire la conclusion que la décision de distribuer un dividende revient au nu propriétaire. Alors qu'elle revient pour l'usufruitier aux AGO des sociétés anonymes ou des sociétés en commandite par action. Le droit au dividende, donc ici, en principe, on pensait que c'était l'usufruitier qui avait droit au dividende. Bien non, on a deux arrêts, une chambre civile et une chambre commerciale, qui disent non, non, les sommes prélevées sur les réserves reviennent au nu propriétaire. Tout ça sauf clause contraire. Donc le droit au dividende, le fruit c'est le dividende, pas le bénéfice distribuable. Le fruit ne naît qu'à partir de la décision prise en assemblée de distribuer un dividende. Et à ce moment-là, voilà, on peut prélever éventuellement le dividende, à la fois sur les réserves facultatives, le report à nouveau et le bénéfice de l'exercice. Donc les réserves facultatives, enfin, les réserves qui ne sont pas statutaires, par opposition, puisqu'elles ne sont pas distribuables, celles-ci, elles sont partageables. Et pour les réserves facultatives, bien, les sommes, le dividende prélevé sur ces réserves-là reviennent au nu propriétaire. Donc voici les deux jurisprudences. Alors, on attend encore une troisième décision. Pourquoi? Parce qu'il y a des différences entre la première décision chambre commerciale, dit que oui, les deux chambres sont d'accord pour affirmer que les sommes prélevées sur les réserves reviennent au nu propriétaire. Mais la chambre commerciale, elle précise, qui est plus favorable, elle précise, oui, d'accord, mais quand même, puisque c'est servi pour les sommes qui sont le dividende qui est versé en liquidité, puisqu'il peut être aussi en liquidité ou en nature, mais pour les sommes versées en liquidité, l'usufruitier exerce un quasi-usufruit sur ces sommes-là. Donc l'usufruitier, en principe, il appréhende toutes les sommes. Donc attention là aussi à la rédaction des statuts. Donc voici les jurisprudences. Quasi-usufruit pour la chambre commerciale, avec, on a vu, la créance, la dette de restitution de l'usufruitier. Et la chambre civile, plus dure, non, le nu propriétaire, et il n'y a pas de possibilité d'en décider autrement. Donc les dividendes qui proviennent des bénéfices de l'exercice, bien sûr, c'est l'usufruitier, et celles qui proviennent aussi du report à nouveau. Alors, c'est là où, je vais passer assez rapidement, où je vous précisais qu'il y a un tout intérêt à préciser dans les statuts que le report à nouveau, il ne prend pas automatiquement le caractère de réserve. Il s'agit bien d'une décision d'affectation en report à nouveau. Pourquoi? Parce que l'ancien plan comptable, il y avait une transformation, une qualification du report à nouveau en réserve après 2 ans, et pour la comptabilité publique, c'est toujours le cas. Et d'ailleurs, pour un organisme qui est l'ANSA, le report à nouveau correspondant aux exercices antérieurs est assimilable à des réserves. Sur quel fondement? Donc j'écarte tout ça. Et la comptabilité publique. Les sommes qui proviennent d'une réduction de capital, le nu propriétaire. Capital parce que le nu propriétaire a la qualité d'associé. Et ça, on a une nouvelle jurisprudence fin de 2021 qui confirme que seul l'usufruitier n'a pas la qualité d'associé. Donc attention à l'affectation. Réflexion. Le nu propriétaire associé peut-il être privé de dividendes?
Voilà. Pourquoi? Parce que on nous explique que le droit fondamental d'un associé, le propriétaire est associé, c'est celui du vote et du dividende. Donc, je pense qu'on peut priver. Alors, et j'ai l'article, la clause léonine du Code civil, 1844 du Code civil, qui me dit que on ne peut, la clause est interdite. La clause est interdite, celle qui prive un associé de tout droit au bénéfice ou qui l'impute de la totalité des pertes. Donc le nu propriétaire a la qualité d'associé, pas l'usufruitier. Donc voici la jurisprudence, la dernière du 1er décembre 2021, mais qui ne vient que confirmer, et notamment la Cour de justice de la Communauté européenne, qui est l'instance suprême. Et la clause léonine, on ne peut pas priver un associé de tout droit au bénéfice. La Cour de justice de la Communauté européenne, la dernière jurisprudence de 2021. Et alors, il y a des subtilités pour, là aussi, alors moi je ne vais pas sur ce terrain-là, pour transmettre un patrimoine en franchise d'impôt. On a vu la possibilité d'affecter le bénéfice en réserve et ensuite de distribuer les réserves au profit des nus propriétaires. On a vu que ça ne pouvait pas constituer une libéralité parce que les bénéfices n'appartenaient pas à l'usufruitier. Et puis il y avait aussi une autre subtilité aussi, qui est toujours pratiquée. Je ne vais pas dans ce sens-là. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est borderline. Mais c'est que moi qui apprécie ça. Donc il y avait une société aussi qui était démembrée en partie et les enfants étaient minoritaires en capital. Et par une clause de répartition inégalitaire de dividendes, il était précisé que pendant les 5 ans à venir, eh bien, les enfants minoritaires allaient percevoir la quasi-totalité du dividende. L'administration fiscale a réagi et elle a invoqué l'abus de droit fiscal. Pourquoi? Parce que les enfants étant minoritaires et s'ils touchent la majeure partie, voire la totalité du dividende, on opère bien une transmission en franchise de droit. Je ne parle pas de l'imposition du dividende, je parle concernant les droits de mutation à titre gratuit. Et la Cour a dit non, là aussi, puisque pour qu'il y ait donation, intention libérale, il faut toujours l'intention libérale, bon, elle n'était pas rapportée, mais il fallait surtout qu'une donation ne peut porter que sur un bien présent. Or, un dividende, il n'est pas né. Il n'est qu'à venir. Et une donation de bien venir, ça n'existe pas. Donc, il ne peut pas y avoir ici libéralité et non pas de taxation, droit de mutation à titre gratuit. Mais là encore, moi, ma pratique est un peu différente. C'est que je mets les enfants, je dis toujours quand c'est petit, c'est mignon. Donc, je mets les enfants majoritaires au capital. Et moi, le parent, il est minoritaire en capital, mais je détiens toujours les pouvoirs. Vous voyez, la société, notamment civile, la SAS, permettent de dissocier l'avoir. Donc l'avoir, je transmets le plus possible, parce que ce qui pique dans la fiscalité, ce n'est pas l'impôt sur le revenu, c'est sur le capital. Les droits de mutation à titre gratuit. Quand vous faites le calcul, ça va jusqu'à 45% quand même, comme taux marginal d'imposition, ça fait très mal. Donc, ma pratique, c'est d'associer tout de suite, dès la création des enfants mineurs, au capital de la société, dès lors que la société emprunte, puisque l'emprunt contracté par la société est déductible de la base taxable au droit de mutation à titre gratuit. Donc, chez moi, les enfants sont mineurs, voilà, et je me donne, moi, donateur, les parents, je me donne la possibilité, alors je n'ai pas besoin de faire du démembrement de propriété, puisque la société, elle ne vaut rien. Donc si je crée une société à capital de 1000, l'immeuble vaut 1 million, la dette est de 1 million, valeur transmise 1000. Donc attention au réflexe du démembrement de propriété qui peut créer des problèmes. Donc, vous voyez, et je me réserve éventuellement la majeure partie du dividende. Et voyez bien que je suis inattaquable, parce que si moi, étant minoritaire en capital, je me sers la majeure partie du dividende, je travaille pour l'administration fiscale. Pourquoi? Parce que mon taux marginal d'imposition, lorsque les enfants seront majeurs, il sera sans doute plus fort que celle de mes jeunes enfants. Donc en fait, en me donnant la possibilité de me distribuer un dividende majoritaire, je me pénalise fiscalement. Alors que si j'avais fait l'inverse, mes enfants étaient minoritaires et que je leur distribue la majeure partie du dividende, moi je ne fais pas. Voilà.
Mais il y en a qui le font. Donc, position de l'administration fiscale, donation indirecte, pas du tout. Décision de la Cour, absence de donation indirecte. Alors, la répartition du résultat, je ne le vois pas ici, mais la jurisprudence est constante pour affirme le 1844 du Code civil, qui dit que la part des bénéfices et des pertes est à proportion du capital, le tout sauf clause contraire. Le tout sauf clause contraire. Donc, là aussi, dans les statuts, introduisons toujours les clauses contraires, avec une possibilité de répartition inégalitaire du résultat. On peut le faire, y compris dans les SARL. Dans les sociétés civiles, bien sûr, là, ça, c'est la liberté statutaire, mais il n'y a aucun texte dans le Code de commerce qui vienne contredire le Code civil. Donc, comme il n'y a pas de texte spécial, c'est le texte général qui l'emporte. Et l'administration fiscale reconnaît elle-même la possibilité, notamment dans les sociétés civiles, article 8, semi-transparente, qu'on puisse procéder à des répartitions inégalitaires du résultat. Vous voyez que j'aime bien, enfin, c'est moins pire quand le démembrement s'exerce sur les parts de société qui permettent d'organiser les pouvoirs. Pas de SARL. Pourquoi pas le SARL? J'aime pas la SARL. J'aime bien, c'est un peu nul, hein, mais j'aime pas la SARL parce qu'une part égale une voix. Je ne peux pas dissocier l'avoir et le pouvoir. On verra notamment pour les économies fiscales, dissocier l'avoir et le pouvoir, waouh, c'est tip-top. Hein. Mais vous voyez qu'on a vu par exemple, quand l'usufruitier et le nu propriétaire se mettent d'accord pour vendre un immeuble, la règle, sauf accord des parties, mais la règle c'est le partage des liquidités. Le démembrement, la cession de l'immeuble directement, met fin au démembrement de propriété. On partage avec éventuellement les risques de conflit sur le montant du partage, puisque le partage doit être réalisé en cas de désaccord selon la valeur économique. Et qu'est-ce que la valeur économique? Ça va être quelle est la rentabilité annuelle du bien, notamment. Quelle espérance de vie? Ça, c'est moins grave. On peut se baser sur les tables des assurances vie ou de l'INSEE qui commencent à dater, mais autrement, c'est sujet à conflit. Mais regardez, vous voyez, j'ai un immeuble ici qui est démembré. L'usufruitier et le propriétaire décident de vendre, c'est des liquidités. Alors, s'il peut y avoir une convention, mais quand ça ne s'entend pas, il faut se trouver toujours dans les situations les pires, non? Enfin, chez moi. Hein. Pourquoi? Parce que il n'y a que de l'humain dans la gestion de patrimoine, c'est que de l'humain. Donc, bon. Alors que si c'est une société civile, on va consolider le démembrement de propriété. Pourquoi? Parce que le démembrement porte sur des parts et non pas sur l'immeuble. Donc, lorsque l'immeuble est détenu directement, voilà, ici l'immeuble, hein, dans la société, il me faudra, moi, l'accord, l'usufruitier, il faudra l'accord éventuellement des nus propriétaires pour vendre les parts de la société, mais pas pour vendre l'immeuble. Si l'objet social de la société civile, c'est notamment la vente de l'immeuble, je déciderai, moi en tant que gérant, seul de la vente de l'immeuble. Et je réinvestirai les liquidités si je veux, ou je déciderai éventuellement de distribuer. Il est important en tout cas, quel que soit ici le démembrement, de conserver toujours des parts en pleine propriété pour avoir la qualité d'associé, parce que l'usufruitier n'a pas cette qualité-là. Et on va octroyer des droits particuliers aux parts ici que j'appelle des parts de préférence, ou des actions de préférence, il s'agit d'une SAS. Voilà, et donc, vous voyez bien que si je suis gérant de la société, je décide de vendre l'immeuble, la plus-value immobilière fait partie du résultat, et le résultat qui peut revenir à l'usufruitier. Alors attention, on a le texte fiscal de la répartition de l'impôt entre usufruitier et nu propriétaire, mais là on est sur le juridique. Et si vous ne précisez pas dans les statuts, la règle fiscale risque de s'appliquer. Et que dit la règle fiscale ? Elle dit qu'en principe, c'est l'usufruitier qui est imposable sur les bénéfices courants
et le nu propriétaire sur les bénéfices exceptionnels. L'administration fiscale considère que, alors, le bénéfice exceptionnel, l'instruction fiscale précise que c'est la cession de l'immeuble ou la cession de titres de participation. Et elle considère que dans ces cas-là, c'est le nu propriétaire qui est redevable de l'impôt, et donc c'est lui qui paye. Mais elle voit bien que le nu propriétaire n'a pas les fonds pour payer la plus-value immobilière, et donc elle établit la règle, elle précise dans le BOFIP, sauf convention contraire conclue avant la clôture de l'exercice. Sauf convention contraire avant la clôture de l'exercice. Mais vous avez intérêt à écarter cette règle fiscale. Parce que l'administration fiscale, elle considère que la plus-value revient au nu propriétaire. Pas du tout. Pas du tout. Donc, faut bien être vigilant à ça, quand même. Mais, vous voyez que moi, je gère et je vais attribuer plutôt, éventuellement, le droit financier, le dividende, le droit financier, c'est le dividende et le boni de liquidation. Bien, je vais octroyer le droit financier à moi, l'associé qui détient les parts de préférence. Vous voyez, je vais contourner, alors j'aime pas le mot contourner, mais je vais affaiblir les problèmes du démembrement de propriété en mettant des parts de préférence. Et ça va jouer sur les parts de préférence, les droits financiers. Pas entre usufruitier et nu propriétaire, parce que j'aime pas ça. J'aime pas les relations entre usufruitier et nu propriétaire. C'est toujours source de conflits. Pour éviter les conflits, j'écarte ça et c'est moi qui suis le patron parce que je suis et gérant et plein propriétaire de parts de préférence. Voilà l'avantage du démembrement sur les parts. La cession d'un actif détenu directement au démembrement met fin au démembrement et le partage, sauf accord pour réinvestir le bien en démembrement de propriété, alors qu'on a vu que la société civile consolide le démembrement parce que je n'ai pas du tout à faire un partage. C'est moi qui gère les liquidités. Ça change tout. Voilà. Et je vais éventuellement prélever la majeure partie du dividende. Donc, voilà, la société civile et la SAS, grâce à leur liberté statutaire, vont consolider le démembrement de propriété. Le démembrement, c'est bien, hein, on l'a vu précédemment, j'ai commencé un peu la formation en disant le démembrement, c'est bien quand ça n'existe pas, puis je vous ai fait, oups, quand je n'ai atténué les effets. Parce que c'est vrai que quand on est jeune et très riche, le démembrement écrase la base taxable, le droit de mutation à titre gratuit. Mais souvenez-vous, si on considère la fiscalité dans son ensemble, parfois il faut savoir donner la pleine propriété. Rappelez-vous, l'IFI. Rappelez-vous aussi, la donation de la nue propriété n'efface que la plus-value relative à la nue propriété. J'ai toujours une plus-value pendante sur l'usufruit. Et comment effacer une plus-value pendante sur un usufruit? Il faut mourir. Alors moi, optimiser la fiscalité, mais il faut mourir, je trouve ça un peu moyen quand même. Voilà. Donc je vais, avec la société civile, écraser la fiscalité également, mais je vais conserver les pouvoirs de gestion et également je vais combattre l'incertitude sur le montant du revenu. Donc je peux avoir du démembrement de propriété, il faut regarder, hein, mais pas toujours. Mais attention au réflexe du démembrement de propriété. Je vois bien souvent, tiens, je vais faire du démembrement parce qu'on va régler la répartition des pouvoirs entre usufruitiers et les propriétaires. J'ai d'autres façons de le faire. Et quoi qu'il advienne, je détiens des actions ou des parts de préférence, et quoi qu'il arrive, je détiens tous les pouvoirs. Et l'essentiel du droit financier. Voilà, alors, comment on peut y arriver, hein? Attention aussi sur la nature des titres. Je prends un exemple. Vous avez vu, pour moi, la meilleure arme de défiscalisation, c'est la transmission aux enfants. Transmission aux enfants, soit quand on crée la société, hein, puisque j'ai l'effet de levier de la dette, dès lors que la société va rembourser, puisqu'elle est des biens locatifs, elle va rembourser la dette contractée pour acquérir le bien, le plus souvent l'immeuble. C'est les enfants qui vont s'enrichir au fur et à mesure. La deuxième solution, c'est éventuellement de recourir au démembrement de propriété quand il n'est pas trop tard. Voilà. Parce que plus on est jeune, plus la valeur de la nue propriété est réduite.
La troisième solution pour transmettre, c'est le pacte du trait, encore faut-il que ça porte sur une société opérationnelle. Et enfin, une quatrième solution pour transmettre, c'est la vente à soi-même. Je n'ai pas pensé à la transmission, mince. Donc je vais vendre mon immeuble, par exemple, à ma société dans laquelle je vais introduire les enfants majoritaires en capital et la société va emprunter. Pour m'acheter l'immeuble, il va encore faut-il que ce soit un immobilier locatif pour qu'on puisse rembourser la dette. Donc voici les 4 grandes solutions pour transmettre, sachant que vraiment, c'est la transmission qui coûte le plus cher. Le reste, c'est intéressant, mais on verra que plus je prends des dispositions et je focalise sur un impôt, plus j'ai des chances d'en alourdir d'autres. Je prends un exemple, notamment sur des dispositifs fiscaux. Ben, la plupart, pas tous, mais la plupart des dispositifs fiscaux, bien, je ne peux pas transmettre à mes enfants. Et quand on regarde de façon la fiscalité dans son ensemble, ben on regarde que, attention à ne pas focaliser sur un impôt. Donc ici, j'apporte la pleine propriété à société, éventuellement, et puis ensuite, je donne la nue propriété. Alors, voilà. Ça, j'aime bien, mais attention. Alors, il faut regarder. S'agit-il, par exemple, si j'apporte un immeuble, l'apport est sujet à l'impôt sur la plus-value. L'apport est sujet à l'impôt sur la plus-value, mais j'apporte et ensuite je donne la nue propriété. Alors que si je fais le mouvement inverse, je donne la nue propriété de mon immeuble. Ouais, mais si j'apporte l'usufruit et la nue propriété, ben, je vais avoir l'impôt sur la plus-value sur l'usufruit apporté. Donc il faut regarder. Et en tous les cas, si j'apporte une société opérationnelle, par exemple, ou une société à l'IS, eh bien, à ce moment-là, j'apporte en report d'imposition de la plus-value. Vous connaissez le report, c'est à la mode, le report d'imposition de la plus-value. Donc, bon, critiquable, à mon sens. Mais quand j'apporte, bien souvent, c'est l'apport cession. Je vous invite à considérer également, entre-temps, l'apport et la donation. Pourquoi? Parce que dans les opérations d'apport-cession, il y a une seule chose qui efface une plus-value en report d'imposition, c'est la donation. Sinon, le report est maintenu. Quand un report est maintenu, c'est qu'il va vous tomber à un moment donné sur la tête. À moins de mourir, éventuellement, mais là aussi, il ne faut peut-être pas attendre de mourir pour optimiser la fiscalité. Donc voilà, j'apporte. Après, il peut y avoir la vente avec réinvestissement des liquidités de plus de 60% des liquidités dans les 2 ans, mais pensons à donner. Donner la nue propriété, ici on pourra, et la donation va effacer la plus-value en report, définitivement, la plus-value en report d'imposition, dès lors que le donataire conserve les titres 5 ans. Donc il faut s'y prendre, il faut y penser, il faut s'y prendre à l'avance. Oui. Je peux faire l'inverse, donner la nue propriété et on apporte l'usufruit et la nue propriété. Mais là, attention, j'ai des incertitudes également. J'ai une incertitude civile. La question est de savoir, est-ce qu'on peut reporter un démembrement de propriété? Je donne les titres, la nue propriété à mes enfants. Est-ce que c'est possible que moi, apporteur de l'usufruit des titres, je reçoive de l'usufruit de la holding et que les enfants reçoivent la nue propriété de la holding? Alors, l'administration fiscale dit oui, cela n'est pas contraire aux règles du droit civil. Mais j'ai quand même une réponse ministérielle du garde des Sceaux qui date de plus de 20 ans qui me dit ben non, pourquoi? Pourquoi non? Parce qu'un apport doit conférer obligatoirement la qualité d'associé. Et chaque apporteur est rémunéré à proportion de ses apports. Or, on a vu que, encore confirmation de décembre 2021, que l'usufruitier n'a pas la qualité d'associé. Comment voulez-vous recevoir de l'usufruit des titres qui ne confèrent pas la qualité d'associé, alors qu'un apport doit conférer obligatoirement la qualité d'associé à proportion des apports? Alors, le risque, il n'est pas fiscal, puisque l'administration fiscale l'autorise. Mais pour moi, le risque, il est à un moment donné le nu propriétaire. Le nu propriétaire qui s'entend plus avec ses parents,
et qui attaque la société pour absence de cause, par exemple. Vous voyez ? Donc, moi, je ne fais pas dans des schémas dans lesquels je ne peux pas revenir en arrière, comme ça. Il y a un risque humain, je ne fais pas. Je peux aussi donner la nue propriété de l'opérationnel, puis vendre de l'usufruit de la nue propriété, éventuellement, en quasi-usufruit sur les liquidités. Donc, on verra à la suite de cette formation, à cas d'application, hein, c'est « Ah, tiens, on nous a dit, tiens, la donation efface la plus-value. Ah, la donation efface la plus-value. Donc, ben, je vais effacer pour partie la plus-value. Et puis, le quasi-usufruit. Donc, le schéma, le montage, parce que pour moi, ce n'est pas un schéma, c'est un montage fiscal, hein, ce qu'on peut appliquer à... Dès lors qu'on peut appliquer un truc à tous les clients, moi, j'appelle un montage. Voilà. Si je fais un peu du sur-mesure et j'adapte la solution, c'est un schéma qui correspond au client et c'est en général beaucoup plus solide qu'un montage purement fiscal. Sur le montage purement fiscal, j'y vais pas. Mais c'est ma pratique. Hein. Donc là, ça consiste... Alors l'idée est bonne, hein, mais bon. Voilà, j'ai une entreprise, ah tiens, j'ai un acquéreur. On n'est pas encore d'accord sur le prix. La vente n'est pas parfaite. Mais, forte chance que je vende. Donc, avant, je vais donner la nue propriété. Je donne la nue propriété au plan fiscal. Je vais avoir les droits de mutation à titre gratuit sur la nue propriété. DMTG nue propriété. Et ensuite, on vend. On vend l'usufruit et on vend la nue propriété. On vend l'usufruit, attention, parce qu'on va avoir impôt sur la plus-value sur l'usufruit. IPV sur l'usufruit. Donc, au total, on a IPV sur l'usufruit plus DMTG sur la nue propriété. Et dans l'acte de donation à mes enfants, j'ai impérativement, dans l'acte, prévu une convention de quasi-usufruit en cas de vente de l'entreprise. Donc, ici, l'entreprise est vendue. Attention, il ne faut pas que la convention soit passée après parce qu'on a deux jurisprudences qui qualifient l'opération d'abus de droit pour réappropriation, pour un absence d'intention libérale. Et voilà, et liquidité ainsi obtenue, et hop, l'usufruitier, quasi-usufruitier, peut tout consommer, à charge de rendre à son décès, avec éventuellement l'obligation de restitution qui se traduit par une créance déductible de l'actif successoral. Bien, oui, il faut être vigilant. Il faut être vigilant, et puis moi, je trouve ça cher. Voilà. Je trouve ça cher. On verra le coût, mais l'impôt sur la plus-value dans une entreprise qui vaut 6,4 millions, on verra l'exemple, hein, 6,4 millions, acquise 400 000, avec 3 enfants, tout ça. Bon, bah, la plus-value, elle est de 700 000 euros. C'est cher. Enfin. Et alors, tiens, il y a un schéma aussi, alors ça, le dernier, ici, le deuxième, hein, qui est le suivant. Alors ça, à mon avis, bon. Ouais, non, je rigole, parce qu'on l'a vu encore dans la presse il n'y a pas si longtemps que ça, et abus de droit. Alors, le schéma est le suivant, en cas de démembrement de propriété, vous savez, enfin, on le verra la prochaine fois, sur la valorisation de l'usufruit de la nue propriété, le barème fiscal, 669 du Code général des impôts, qui s'applique pour les mutations à titre gratuit, donation, succession. Et dès lors qu'on recourt à une mutation à titre onéreux, vente, apport, échange, partage, bien, on peut, et on doit d'ailleurs, recourir à la valeur économique qui est la valeur vénale. Donc, comme quelquefois, on verra une prochaine fois, que la valeur vénale est inférieure, la nue propriété est inférieure au barème fiscal, donc tiens, j'ai une idée, j'ai un immeuble là, j'apporte la nue propriété de l'immeuble à une société civile qui détient la nue propriété et je n'importe pas l'usufruit. Comme ça d'ailleurs, je n'ai pas l'impôt sur la plus-value. Donc ce que j'appelle l'usufruit est en dehors. Donc, et comme il s'agit d'un apport ou d'une vente, eh bien, je retiens la valeur économique. Et la valeur économique, bien souvent, on verra l'exemple, où elle est divisée par 2 par rapport au barème fiscal.
Si ma nue propriété au barème fiscal vaut 100, à 55 ans, si la rentabilité annuelle de l'immeuble est de 6% l'an, eh bien, je vais avoir la valeur de la nue propriété, la valeur économique, qui est de 50 au lieu de 100. Donc, j'apporte 50, valoriser la nue propriété de 50 au lieu de 100 à une société. Et ensuite, je donne les parts. Je donne les parts de la société. Je donne la pleine propriété des parts qui ne détient que de la nue propriété. La base taxable n'est pas de 100, elle est de 50. Donc, j'ai réduit la base taxable, j'ai divisé la base taxable par 2. Quelle était la motivation économique? Et en termes d'IFI, je ne vous raconte pas, parce que j'ai une double imposition à l'IFI. C'est l'usufruitier, sauf exception, qui est redevable de l'IFI sur la valeur de la pleine propriété. On nous dit que le nu propriétaire n'a rien à déclarer, certes, mais là, il n'y a plus de nu propriétaire. Les enfants sont pleins propriétaires d'une société qui ne détient que de la nue propriété. Ah. Donc, il faut regarder. Hein. Je ne fais pas. Voilà, donc différents schémas. J'aime bien celui-là. J'aime bien dans les... Alors, on verra en principe, hein, on verra tout ça. Peut-être pas encore dans le démembrement, mais j'apporte les titres de ma société ou l'immobilier exonéré de plus-value à la société. Je vais avoir les droits d'enregistrement. Et ensuite, je vais donner la nue propriété. Là, je peux donner la nue propriété sans problème. Vous voyez. Et à l'extinction de l'usufruit, au décès, souvent, l'usufruit va s'éteindre pour reconstituer la pleine propriété. Et la donation, ici, on aura toujours, on va écraser la fiscalité comme ça. Donation de la nue propriété, puis apport de l'usufruit de la nue propriété, aïe aïe, ça va piquer. Éventuellement aussi, hein, attention, il faut toujours penser à l'impôt sur la plus-value sur l'usufruit apporté. C'est ce qu'on a vu sur le casier usufruit de l'exemple. Je donne la nue propriété et ensuite on vend et usufruit la nue propriété. La nue propriété, la donation de la nue propriété a effacé la plus-value relative à la nue propriété. Avec ici, voilà, une incertitude juridique, on l'a vu sur le schéma de la subrogation conventionnelle, la subrogée remplacée. Ça veut dire que l'usufruitier est rémunéré par les titres de la société bénéficiaire de l'apport et le nu propriétaire par la nue propriété de la société bénéficiaire de l'apport. Donc, incertitude juridique. Plus pas de libéralité résiduelle ou graduelle. On verra ça dans un autre schéma. C'est une de mes préférences, ça, dans le schéma. Pourquoi? Parce que j'aime bien associer ce genre de transmission avec des libéralités résiduelles et graduelles qui vont me permettre, dans certaines situations, d'économiser une génération de droits de succession. Alors que si je fais l'inverse, je commence par du démembrement de propriété et j'apporte à une société, je ne peux pas imposer une libéralité résiduelle. Hein? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de subrogation. Donc, on le voit dans les actes notariés, parfois, j'impose de conserver et de transmettre au décès. Non, puisque le texte me dit que c'est impossible. Alors que si je procède à l'inverse, je donne avec une libéralité graduelle ou résiduelle. Voilà l'incertitude juridique sur le schéma de la subrogation conventionnelle. Il y en a qui vous disent que le report du démembrement est impossible. Donc voici la réponse ministérielle de 2000. L'usufruitier n'a pas la qualité d'associé. Un apport ne peut être rémunéré que par des titres en pleine propriété. Et l'usufruitier des titres n'a pas la qualité d'associé. Et ce schéma-là, danger également, hein, on a vu, c'était uniquement pour pouvoir bénéficier du but principalement fiscal de valoriser la nue propriété, non pas d'échapper aux 669 au barème fiscal, pour revendiquer la valeur économique.
et donc il n'y avait pas d'autre but, donc abus de droit fiscal. Et notamment, une société, alors, à l'arrêt Saunier, alors avant, il y avait plein de jurisprudences qui l'autorisaient, hein, mais il y en avait deux, arrêt Saunier, arrêt du Stamberger, qui l'interdisaient quand même. Voilà. Et le motif du juge, c'est de dire, attendez, une société, 1832 du Code civil, elle est instituée entre associés en vue de partager de bénéfices et de profiter des économies. Comment voulez-vous profiter des économies lorsqu'une société ne détient que de la nue propriété? À voir. Et voici le schéma de, ici, qu'on verra hein, à un moment donné, donc le schéma du quasi-usufruit. Voilà, nous terminons cette séance. Je voudrais vous entendre sur vos questions et vos suggestions d'amélioration, parce que je pense maintenir ce rythme de mardi. Alors, je ne sais pas combien de temps ça dure à chaque fois. Hein. Voilà. Alors, vous pouvez prendre le micro, hein. C'est aussi bien que le chat. Attendez. Voilà. Alors, je n'ai pas le message. J'ai vu le message passer, mais je ne l'ai plus là. Vous pouvez me le dire? Ah oui, alors attendez. Bonsoir. Pour les moments d'un portefeuille d'action. Quand vous parlez d'avoir deux comptes, vous entendez par là d'avoir deux comptes, vous entendez par là deux comptes comptables et non pas deux comptes titres? Si, alors, quand on a des portefeuilles, merci. Quand on a des portefeuilles de valeurs mobilières, on n'a pas de compte comptable, ce sont des comptes bancaires en fait. Hein. On n'a pas une comptabilité à tenir sur la gestion d'un portefeuille. Donc c'est vraiment deux comptes bancaires bien distincts. D'un côté, j'ai les obligations sur lesquelles le client ne gère pas et il attend tranquillement le remboursement de l'obligation. Puisque ici, lorsque le démembrement prend fin, lorsque la situation est subie, et non pas volontaire d'une des parties, ni usufruitier ni propriétaire, eh bien, il y a la naissance d'un quasi-usufruit automatique. Ce qui, notamment, se rencontre très souvent en cas de décès d'un conjoint. Les droits en usufruit, ben, en principe, le conjoint survivant, s'il a opté pour l'usufruit, bénéficie, situation subie, il n'a pas fait exprès de mourir, subie d'un quasi-usufruit. Bien, pour les obligations, c'est pareil, lorsqu'elle arrive à échéance, elle est remboursée et les droits de l'usufruitier, c'est l'exercice d'un quasi-usufruit sur ces sommes-là, contrairement au portefeuille d'un valeur mobilière. Je suis clair? Sinon, vous pouvez prendre le micro. Hein. En termes de contenu, est-ce que ça vous convient? Est-ce que Oui. Le contenu de ces interventions-là? À quelles améliorations vous suggérez? Bonsoir, moi j'aurais une question sur le dernier schéma qu'on a vu là avant le. Oui. Le cas où on vient à démembrer un immeuble, puis après vendre en portant le prix sur le pied. Celui-ci? Comment? On reporte le prix sur, pardon? Sur l'usufruitier. On reporte le prix à l'usufruitier pour créer un quasi-usufruit, justement. Oui, d'accord. Lors de la cession, donc on a une propriété, on est face à la plus-value, mais l'usufruit, du coup, on fait une évaluation économique aussi, alors. Oui, absolument. Absolument. Il s'agit d'une mutation à titre onéreux. D'accord. Et donc, du coup, deuxième question, si ce même bien a toujours été un bien de jouissance, comment on évalue la rentabilité? Alors, toujours pareil, hein, il faut trouver, si c'est possible, c'est un immeuble, donc vous allez dans le fichier de l'administration fiscale, je ne sais plus comment il s'appelle, s'il y a des biens comparables, qui sont loués, ou qui ont été vendus dans les 2 ans. Et vous avez, sinon, vous établissez une valeur locative du marché. Donc, et c'est la méthode par comparaison qui prime toujours. À ce moment-là, on peut regarder
simplement à combien sont loués des biens comparables. Oui. Et puis, en calculer, en déduire un taux de rendement locatif Oui. utilisé pour actualiser les loyers qui auraient été perçus. Oui, tout à fait. Absolument. Et la rentabilité, ben, vous allez l'avoir aussi établie éventuellement sur la valeur vénale de l'immeuble. Tout à fait. Et quand, voilà, oui, c'est la seule méthode, hein, c'est la méthode par comparaison. Hein. Merci. D'autres questions ?